Ce portrait-là, c'est celui de Jeanne Calment. Jeanne Calment, c'est la doyenne du monde, dont le record n'a jamais été égalé, et qui est décédée à 122 ans et demi, ce qui est quelque chose de parfaitement extraordinaire, et qui a vécu dans cet établissement, dans la Maison du Lac, de l'âge de 110 ans à son décès. Et j'ai eu le privilège, quand j'étais encore étudiante, de la rencontrer et de m'occuper d'elle. Beaucoup de choses particulières. J'ai été amenée à faire mon mémoire de capacité de gériatrie sur son cas, puisque j'avais affaire à un être exceptionnel, et une vitalité hors du commun, une volonté hors du commun, et un état de santé extraordinaire. Elle avait à peu près une génération de différence avec les autres personnes par rapport à l'état de santé. De Jeanne Calment, ce que je retiens de marquant, c'est que c'est quelqu'un qui avait de l'humour et surtout qui n'était pas démente. Et pour nous, c'était extrêmement important médicalement et pour les chercheurs qui travaillaient auprès d'elle, parce qu'il y avait des équipes dédiées qui s'intéressaient de très près à son cas. Et on est toujours sur cette inquiétude, sur ce questionnement, est-ce que la démence est un mode de vieillissement fatal à terme du cerveau humain? Et elle nous a montré que ça n'était pas le cas, parce qu'elle n'était pas démente. Elle est allée jusqu'à la fin de sa vie en continuant à chercher à résoudre des questions complexes, en continuant à accepter de travailler avec les équipes de recherche qui travaillaient sur sa mémoire et, mis à part les difficultés qu'elle avait parce qu'elle n'y voyait plus, qu'elle n'entendait plus à la fin de sa vie, parce que ça s'était vraiment détraqué, son cerveau continue à fonctionner dans de bonnes conditions. Donc, la démence est une maladie. Et elle n'est pas inéluctable. Elle n'est pas inéluctable, c'est une maladie et on ne peut pas la rattacher au vieillissement. Alors justement, Jeanne Calment est venue en établissement parce qu'il n'y avait plus d'aidants. Elle était tellement âgée qu'elle était la dernière de sa famille. Il lui restait des cousins éloignés. Et au contraire, elle a vu mourir son mari, elle a vu mourir sa fille, elle a vu mourir son petit-fils. Et finalement, elle n'a eu qu'un enfant, qui n'a eu qu'un enfant. Donc elle-même n'avait pas réellement d'aidants. Et si elle avait eu des aidants, elle aurait pu rester chez elle encore plus tard, parce qu'à l'âge de 110 ans, elle était valide. Lorsqu'on entre en contact avec une personne qui aide et qui n'est pas encore accompagnée, c'est obligatoirement le couple aidant-aidé qui se présente à nous. Et ce couple aidant-aidé, il doit être apprivoisé et c'est un apprivoisement empathique qui se fait au travers d'une écoute compassionnelle. Tous les accompagnants professionnels savent le faire, qui demande du temps. À l'association A3, il n'est pas rare qu'on ait eu des contacts téléphoniques pendant 1 an et demi avec un aidant qui accepte au bout d'1 an et demi de venir dans une permanence pour rencontrer le travailleur social ou le responsable d'accompagnement qui va enfin pouvoir lui sourire. Un autre obstacle dans l'accompagnement de l'aidant et dans la constitution d'un projet de vie équilibré, c'est la prise en compte par les professionnels du jusqu'au-boutisme de l'aidant. L'aidant se sacrifie. On avait une dame dans l'association, quand elle parlait d'elle, elle accompagnait un mari qui avait une maladie de Parkinson, elle lui disait « je suis la maladie de Parkinson ». Cette identification à la maladie, cette identification au malade met en danger la personne et c'est nous qui devons la mettre en alerte devant ce jusqu'au-boutisme qui va l'amener à la mort. On retrouve chez les aidants 50% de plus de pathologies graves que dans une même tranche d'âge de personnes qui ne sont pas dans l'aide. 10 à 12% des aidants, selon les statistiques et les pathologies, meurent avant la personne qu'ils accompagnent. Donc la posture de l'aidant, c'est une posture dangereuse. Alors en effet, on parle de danger, je pense que c'est une situation à risque pour l'aidant, quand on est vraiment comme ça au chevet en fait de la personne malade. Un aidant en difficulté, on le repère selon plusieurs critères. Voilà. Il peut y avoir des critères d'épuisement, donc on le voit avec la fatigabilité, l'irritabilité parfois. Oui, il y a des gens qui luttent en fait contre leurs limites, c'est-à-dire qu'on arrive à la limite et on repousse encore les limites et on voit les personnes quand elles sont à épuisement, elles ont les larmes aux yeux, elles ne dorment pas bien, il y a de plus en plus de demandes d'anxiolytiques, de traitements. Soit on le repère en effet dans leur discours, c'est-à-dire dans la façon dont ils parlent de leur relation d'aide ou de la relation qu'ils ont à leur mère, à leur père, à leur enfant, à leur famille ou à leurs proches. Et en effet, alors soit ils le formulent, soit on les aide à le formuler.
Ça se fait aussi dans un premier entretien, une rencontre, une évaluation un petit peu comme un état des lieux. Et après, on peut en effet aussi enclencher un suivi. Il y a une dame qui est arrivée avec sa maman, qui en fait, cette dame est toute seule, elle n'a pas de frères et sœurs, elle n'a qu'un fils qui est éloigné. Et en fait, elle est avec une maman qui est assez exigeante et qui ne veut pas être placée. Donc elle est arrivée, si vous voulez, en portant cette maman à bout de bras et en disant, mais de toute façon, moi, son désir, c'est ça, c'est ci et ça. Et en fait, on a un petit peu déconstruit justement cette promesse faite à la maman, cette histoire de non, je ne peux pas la placer, alors que la fille était, elle, en épuisement total. Il y a quelque chose qui peut être un obstacle pour amener l'aidant à accepter d'être accompagné, c'est son refus du statut d'aidant. Il est normal pour des personnes qui accompagnent, parce qu'elles sont l'épouse, la mère, le frère, la sœur, d'accompagner une personne en perte d'autonomie. Elles le font longtemps. On a dit plusieurs fois que l'épuisement psychique était inévitable dans les accompagnements prolongés, mais elles refusent ce statut d'aidant. Elles sont la mère, je le fais, c'est normal, c'est mon fils. Non, c'est pas normal. C'est normal d'accompagner, mais il n'est pas normal d'accompagner pendant des années sans se mettre en danger. Et il faut vraiment que l'aidant accepte qu'il a un nouveau statut et que ce nouveau statut demande des connaissances nouvelles et demande surtout de sortir de son isolement et de se faire accompagner. Déjà démystifier un petit peu la maladie à partir de là, quelle qu'elle soit, quelque démence que ce soit, et puis aussi déculpabiliser la personne. C'est-à-dire ça, c'est un travail important. Cette dame qui venait me voir n'arrêtait pas de pleurer. Dès qu'elle ouvrait la bouche, hop, dès qu'elle m'a vue, elle pleurait tout le temps, toute sa culpabilité. Elle se sentait très très coupable en fait de placer sa maman. Mais en fait, l'idée c'était aussi de le lui dire à cette maman, c'est-à-dire de le dire avec des mots, de dire maman, j'en peux plus, je ne peux plus. Et ça, c'était voilà. Et la culpabilité finalement s'estompe un petit peu, même si elle est encore un petit peu là. Et puis de toute façon, on travaille aussi avec ça, parce que la culpabilité, c'est aussi un moyen de défense. On ne peut pas faire tomber les défenses comme ça tout de suite, il faut travailler avec, c'est des boucliers protecteurs, donc c'est très important. La fille arrive à trouver aussi des solutions de répit, à respirer. Elle fait des ateliers de sophrologie, etc. Donc voilà, pour elle, c'était très très bénéfique. Tout en conservant ce lien qui est très important à sa mère, parce que c'est la seule personne ressource de sa maman, de toute façon. Et ça, c'était très important de le mettre en avant, de le positiver, de le conserver, parce qu'elle, elle avait un peu honte de ça, en se disant on est en fusion et tout. Et non, en fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de positiver les choses, d'essayer vraiment que la vie se passe bien pour tout le monde. L'idée, c'est de faire émerger la demande d'aide aussi, chez la personne. Voilà, c'est de faire émerger cette demande et aussi de respecter le désir de chacun. Quand on parle de promesses faites à une maman ou à un papa ou à un enfant, je pense que c'est aussi à respecter. La société veut en effet qu'on s'occupe des personnes, mais il faut aussi respecter le choix familial, je pense, c'est la promesse faite, et essayer d'aller au mieux là-dedans et vers là. Une de nos préoccupations, c'est de respecter l'expertise de l'aidant. Assez souvent, les professionnels considèrent l'aidant comme quelqu'un en difficulté et ne se rendent pas compte que son expertise est indispensable à la mise en place du projet de vie de la personne aidée. Ce que je dirais à un aidant, c'est faites-vous confiance. Moi, je pense qu'il y a aussi une grande dimension qui est très très importante et qui est incontournable, c'est l'amour. C'est l'amour dans la relation, c'est l'amour de l'autre, c'est tout ce qu'on peut encore donner et tout ce qu'on a donné. Donc dans cet accompagnement et dans cette reconnaissance du statut d'aidant par l'aidant familial, il y a la volonté de mettre à distance l'aidant de l'aider, de créer cette espèce de bouffée d'oxygène que sont les solutions de répit très souvent, l'intervention d'une tierce personne, des activités sociales, sortir, etc. C'est cette façon de se détacher de l'accompagnement de la personne que l'on aide et à un moment donné d'essayer d'oublier la situation préoccupante de façon permanente que constitue l'aide. C'est la prise de distance, c'est certainement l'élément le plus difficile à faire comprendre à la personne aidante,
parce que dans ce couple aidant-aidé, l'intervention d'une tierce personne va être une effraction dans l'intimité du couple. Et puis on est content d'être au milieu des fleurs. J'adore le jardin, j'adore les fleurs. À la retraite, j'étais chauffeur routier. Qu'organise à trois, monsieur? On organise une sortie, ça change les idées, ça nous change un peu. Voilà. Par le matin, je retourne le soir. Je suis non-voyante et j'ai mon mari qui a la maladie d'Alzheimer. Changement d'une journée qu'on pense moins à nos soucis quand même. Le contact des personnes, puis heureusement que M. Navarro m'accompagne, sinon je ne pourrais pas venir. Et je trouve que c'est très bien parce qu'on s'occupe beaucoup, je pense, des aidants. Et ma femme est non-voyante d'ailleurs. Elle est non-voyante, ils ont enlevé les deux yeux, à la suite d'un glaucome. Ici, j'ai le sourire, et oui. Parce que bon, je viens de passer une heure et demie de bonne détente. Au milieu de gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui ont les mêmes soucis que moi, quoi, en tant qu'aidante. D'accord. Mon mari est malade depuis 18 ans. Et donc, je m'occupe de lui depuis 18 ans, mais là, bon, au départ, il était malade, je m'occupais de lui, mais maintenant, il a des problèmes, disons qu'il est très handicapé. Et donc, il a besoin de moi 24 heures sur 24. Et heureusement que la plateforme A3 existe, parce que je me sentais très seule. Et depuis qu'on m'a dit que ce centre, disons le centre Alzheimer avec la plateforme A3, groupe de parole, après on a eu aussi la formation, tout ce qu'on a pu avoir avec ce centre Alzheimer en somme, m'a permis de me sentir moins seule. Moi j'adore les fleurs, donc j'ai un grand jardin qui m'aide beaucoup aussi. Le jardin m'aide beaucoup puisque je ne peux plus beaucoup sortir, donc je vais dans mon jardin et voilà, je jardine, je regarde mes roses, ça m'apporte beaucoup. J'arrive à m'extraire, et m'évader un peu, à prendre un moment de bien-être, parce que c'est tellement dur que bon, les fleurs m'apportent beaucoup. On oublie tout. Moi-même, j'oublie tout ce qui se passe dans ma tête et mes mains parlent, les fleurs parlent d'elles-mêmes et tout se fait naturellement. Il y a un échange qui se crée entre le végétal, la personne et du coup, l'ambiance est agréable pour ça. Là, je découvre que c'est un pur moment de détente et c'est en fait ce qui permet de recharger les batteries. Bon, c'est dit un peu trivialement, mais voilà. C'est une vraie échappée par rapport au quotidien, quoi. D'autant plus qu'en ce moment, comme je vous dis, il est beaucoup plus lourd qu'à l'accoutumée puisque papa a disparu. Voilà. Papa avait syndrome parkinsonien, maman pour des problèmes de mobilité. Malheureusement, papa est parti le 18 avril dernier, là. Mais il me reste maman que je continue bien sûr à coacher. Et l'association A3, je l'ai découverte grâce à deux personnes qui étaient présentes aux urgences il y a 3 ans. Et il se trouve que pendant que maman était en boxe, j'ai rencontré ces deux personnes, surtout donc qui travaillent au service de gériatrie. Et elles m'ont informé sur l'existence de cette association. Puisque quand on est pris au quotidien par les courses, toutes les choses à faire au jour le jour, on ne pense pas trop à soi. Et ça a été un mal pour un bien, cette hospitalisation de maman, parce que ça a permis, moi, de découvrir que j'avais le droit aussi d'avoir ma petite vie, même si j'étais occupé, retraité et occupé à m'occuper de mes parents, quoi. Je crois qu'il faut que les proches aidants prennent conscience qu'ils ont eux aussi des étapes à franchir. La première des choses, c'est « je refuse ». Et souvent chez les personnes âgées, après la consultation mémoire, quand le neurologue a expliqué la maladie d'Alzheimer, la maladie de la mémoire, le vieux monsieur et la vieille dame rentrent chez eux et disent
Tu crois pas qu'il s'est trompé? Oui, il s'est trompé. Donc on déchire tout ce que le médecin a donné, on n'en parle à personne, surtout pas aux enfants, et on continue à vivre dans son petit cocon. Après, il y a une deuxième étape, c'est celle de la colère. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? La vie est injuste. Et cette colère, si on n'arrive pas à la dominer, elle va tout envahir. Et cette colère, surtout chez les gens jeunes, elle va rendre la personne qui est porteuse du handicap violente par rapport à son environnement, par rapport à elle-même et par rapport à son handicap. Les aidants font vivre les personnes qu'ils accompagnent dans le bouillon de leurs émotions. Donc c'est vrai que l'aidant, il doit prendre conscience de ses émotions et il doit prendre conscience que ces émotions, quand elles sont négatives, il faut qu'il se fasse aider pour les combattre. La troisième ou la quatrième étape de cette annonce de la mauvaise nouvelle, c'est la dépression. Pour nous, association d'accompagnement d'aidants, c'est pas une mauvaise chose. Parce que la dépression suppose qu'il y ait un accompagnement psychologique. Et un aidant qui se fait accompagner psychologiquement, c'est un aidant qui va sortir de ce renfermement sur sa souffrance d'aidant. La souffrance de l'aidant, c'est quelque chose qui est à prendre en compte par tous les professionnels. Ça ne veut pas dire que l'aidant ne souffrira plus. Ça ne veut pas dire que la vie va devenir rose. Ça ne veut pas dire que la maladie va être gommée. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir indifférent à ce qui se passe. Ça veut dire simplement qu'il va travailler sur les représentations, qu'il va reconnaître dans la personne qui l'accompagne, la personne qu'il a aimée, même si la maladie l'a modifié, même si le handicap l'a modifié, et qu'il aura une forme d'apaisement et de réconciliation. La sophrologie, et puis tout ça pour atteindre une certaine, bienveillance envers soi-même, une certaine conscience de soi, bienveillance de soi, et là plus particulièrement avec l'aidant, qui est une personne que vous accompagnez, et bien évidemment c'est un duo qui doit être aussi compensé par le fait que vous soyez avec vous. Plus vous serez avec vous, plus on l'a découvert ensemble d'ailleurs ça, plus on est avec nous bien, plus on est avec l'aidant, on est bien aussi avec lui. Voilà, donc je vous renvoie cette question, comment donc la sophrologie, vous le vivez, vous en tant qu'aidant, et qu'est-ce que ça vous a apporté donc concrètement alors ça peut être des choses très simples, vous ne compliquez pas, donner accès comme ça à votre expérience. Une reconnaissance de soi déjà, et le calme. Oui. En soi. Oui. Voilà. Très bien, merci. Et de moins se mettre en colère rapidement, de prendre plus de recul en respirant une bonne fois pour toutes, profondément. Et... pour toutes, non, il faut souvent respirer en faisant mouf. La respiration donc. Oui. Voir les choses de plus haut. D'accord. D'élargir donc la vision. Tout à fait. Là, j'en suis là. Je fais très attention à tout ce que je dis, en respirant bien fort, en me posant, avant de répondre à des questions. D'accord. Parce que suivant ce qu'on répond, ça risque de troubler, l'aider. Très bien. Et donc, après, ça dégénère. À ce mouvement. Sentez bien l'air qui rentre dans votre corps. Prenez plaisir à ressentir cette respiration dans votre ventre. Voilà, et on va simplement, pour finir l'exercice, ce premier exercice, on va simplement laisser venir à nous, dans notre respiration, quelque chose de très positif pour nous. Un projet. Sentez votre ventre. Laissez venir à vous. Laissez-vous traverser par cette chose positive. Peut-être du bien-être, tout simplement. De l'apaisement, de la sérénité. Ici
participe à des ateliers de sophrologie qui ont été proposés par l'association. C'était sur 4 séances qui ont été fantastiques. Le sophrologue Jean-Michel, bon, vraiment, il nous a vraiment pas pris en charge parce que c'est à nous de nous occuper de nous. Il nous donne des techniques. Et le groupe, on a demandé si on pouvait continuer à titre, on va dire, privé. Individuel. Sur 2 heures, une fois par mois maintenant. D'accord. Et ce sont des moments vraiment géniaux. J'ai découvert l'art-thérapie puisque c'était proposé par l'association également. Et qu'est-ce que j'ai... Bon, il y a le groupe de parole. Et l'année dernière, j'ai participé sur 6 semaines, à une fois par semaine, à une formation Alzheimer. C'est ça, c'est les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention, la désorientation spatio-temporelle, etc. Voilà. Et elle me dit, il y a du monde chez moi. Je dis, mais non, c'est la télévision. Il faut vraiment questionner le délire, il faut rentrer dans sa réalité à elle en fait. L'idée c'est de me passer quelqu'un. Voilà, tout à fait. Elle aurait pu aussi vous dire non, ils ne peuvent pas vous parler. Quoi. En effet, vous avez fait à peu près ce qu'on peut faire, c'est-à-dire passe-moi quelqu'un, on voit un petit peu qui c'est. Alors il ne faut pas oublier que donc, les personnes qui sont malades ont une sensibilité émotionnelle très exacerbée. Donc l'idée c'est essayer d'être très rassurant dans l'intonation, dans les gestes, dans les paroles. Vraiment dans les attitudes corporelles, dans les codes corporels, comme disait la dernière fois le médecin. On lui a dit on va au centre aéré. L'humour est très important pour essayer justement de... Elle a beaucoup d'humour. Elle a gardé toute sa pertinence et tout son humour. Alors il faut... C'est ce qui me fait mal au cœur. Très optimiste. C'est ce qui me fait mal au cœur. Je me dis on va l'enlever de chez elle alors qu'en fait... Pas toute vérité n'est bonne à dire. Ils ne sont pas en capacité de tout entendre. L'idée c'est ça. C'est vraiment de se situer sur ce plan-là. C'est-à-dire on ne va pas leur dire des choses qu'ils ne peuvent plus élaboré. Est-ce qu'il faut citer le nom de la maladie? Alors, normalement, c'est pas à vous de le faire forcément, vous le savez, c'est au niveau du diagnostic, quand le médecin pose un diagnostic. Est-ce que ça a été dit à votre maman? Oui, mais... Voilà, c'est rentré, c'est sorti, c'est peut-être pas la peine de lui redire. C'était chez les autres, c'était pas pour elle. Voilà. Donc on peut définir des limites à ne pas dépasser par rapport à cette colère. L'idée, c'est vraiment de la recevoir, cette colère, d'essayer de se situer sur une autre scène, donc par exemple établir une règle, c'est-à-dire lui dire bon, quand tu te mets en colère, moi je sors de la pièce et quand tu as fini ta colère, je re-rentre. On n'est pas parfait, c'est ce que vous le disiez très bien tout à l'heure, on n'est pas parfait. On ne peut pas être au top à 100% tous les jours. J'allais dans ma chambre, j'avais un coussin qui était juste fait pour, et avec le balai, je tapais sur le coussin avec le balai. Voilà une stratégie, une méthode. Voilà, ça a marché jusqu'au moment où le ridicule de la situation gagnait sur la colère ou sur le... Et puis, parce que j'avais mal au bras aussi. Donc il faut le prendre en compte, il faut la prendre en compte cette culpabilité et travailler là-dessus. On voit le sentiment de culpabilité, il est légitime. Il est légitime. Quand on fait une promesse à quelqu'un, la question de la promesse est très importante. Quand on dit à sa mère, qu'on entend depuis l'enfance, on dit tu ne me mettras pas en maison de retraite, je ne veux pas y aller, je ne veux pas aller à la cour des miracles, etc. Donc parfois on est obligé de revenir là-dessus pour une question de sécurité, pour une question de survie aussi parfois, une question de survie de la maladie, du malade ou de l'aidant. Alors c'est vrai que proches aidants, si vous arrivez à reconnaître votre statut d'aidant, si vous arrivez à accepter un accompagnement, vous avez fait un grand pas vers une des missions que vous vous donnez, c'est le maintien de l'autonomie de la personne que vous accompagnez. Donc ce maintien de l'autonomie ne se fait pas de façon spontanée. Il faut avoir certaines connaissances, il faut savoir comment répondre, il faut savoir comment ajuster son attitude aux besoins de la personne qu'ils aident. Pour les aidants familiaux, il y a une chose indispensable, c'est de ne pas rester seul. Ne me demande pas de me rappeler, n'essaie pas de me faire comprendre. Laisse-moi me reposer. Fais-moi savoir que tu es avec moi. Embrasse mon cou et tiens ma main. Je suis triste, malade et perdue. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi. Ne perds pas patience avec moi. Ne sacre pas, ne crie pas, ne pleure pas. Je n'y peux rien de ce qui m'arrive. Même si j'essaie d'être différent, je n'y arrive pas. Rappelle-toi que j'ai besoin de toi.
que le meilleur de moi est parti. M'abandonne pas, reste à mes côtés. Aime-moi jusqu'à la fin de ma vie.